On dit souvent que le silence est d'or, mais dans ma famille, le silence était un poison lent, une substance incolore et inodore qui a mis 20 ans à nous achever. Tout a basculé un mardi soir de novembre, sous une pluie fine qui rendait le bitume de Nantes aussi sombre que mes pensées à venir. Tout ça à cause d'une simple facture de garage, un petit morceau de papier froissé oublié sur le siège passager d'une voiture que je n'étais même pas censée conduire, une révision faite à Lyon, alors que mon mari était censé être en réunion à Lille, à l'autre bout du pays. Ce jour-là, l'air est devenu irrespirable. J'ai compris que l'homme avec qui je partageais mes repas, mes secrets, et mon lit n'était qu'un étranger, dont j'avais moi-même inventé l'existence. Je m'appelle Sandrine, j'ai 48 ans, et jusqu'à l'année dernière, je me considérais comme une femme comblée, être même un peu trop installée dans son confort. Nous vivions dans une jolie maison de la banlieue nantaise, le genre de quartier où les haies sont parfaitement taillées et où rien ne dépasse. Nous avions nos rituels, nos 2 enfants, Thomas et Léa, et surtout Marc. Marc, c'était mon pilier. Consultant en ingénierie de haut niveau, il était brillant, calme, un peu distant parfois, mais je mettais cela sur le compte de la pression professionnelle. Son travail l'obligeait à partir souvent. C'était le contrat de notre vie. Du mardi matin au jeudi soir, Marc était sur les routes, entre Lille, Bruxelles ou Paris. C'était notre rythme depuis 15 ans. J'avais appris à gérer la maison seule, à apprécier ces moments de solitude, pour mieux le retrouver le jeudi soir. C'était notre équilibre, ou du moins c'est ce que je m'efforçais de croire pour ne pas voir les fissures qui lézardaient déjà les murs de notre foyer. Le manque de communication ne s'est pas installé avec un grand fracas. Il est arrivé sur la pointe des pieds. On ne se disputait jamais, c'est peu, être ça le plus tragique. On s'évitait avec une politesse exquise. Quand Marc rentrait le jeudi, il déposait son sac, m'embrassait sur la joue avec une tendresse machinale et demandait si les enfants allaient bien. Nos conversations étaient devenues des listes de courses ou des comptes rendus d'agenda. Quand je tentais de creuser, de lui demander s'il était heureux, s'il n'était pas trop fatigué de cette vie de nomade, il fuyait mon regard et répondait invariablement « Je fais ça pour vous, Sandrine. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de routes, mais c'est notre sécurité. » Et je me taisais. Je me contentais de ce mensonge par omission, parce qu'il était confortable. Mais avant que je ne vous plonge dans l'horreur de ce que j'ai découvert, j'aimerais vous poser une question, à vous qui écoutez mon histoire. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec quelqu'un pendant 20 ans sans jamais vraiment le voir? Est-ce que le déni est une forme de protection nécessaire pour survivre, ou est-ce une trahison que l'on s'inflige à soi-même? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce pressentiment que quelque chose clochait, mais que vous avez préféré l'étouffer pour ne pas tout perdre. Votre avis m'aiderait peu, être à comprendre ma propre cécité. La montée du malaise a commencé par des détails insignifiants. Un parfum inconnu sur une veste, un appel coupé dès que j'entrais dans la pièce, des relevés bancaires que je ne voyais plus passer. Marc gérait tout à distance. Un jour, il a oublié son téléphone personnel sur la console de l'entrée. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des notifications d'une banque que nous n'utilisions pas. Des prélèvements pour un loyer à Lyon. Quand je lui en ai parlé, il a eu ce rire nerveux, presque enfantin, que je ne lui connaissais pas. Il m'a juré que c'était un projet d'investissement locatif pour notre retraite. Une surprise qu'il préparait en secret. Il a retourné la situation avec une telle aisance manipulatrice que j'ai fini par m'excuser d'avoir douté de lui. Il était passé maître dans l'art de me faire passer pour la femme paranoïaque. Mais la vérité finit toujours par transpirer. Ce fameux mardi, sa voiture principale était au garage et il avait pris le train pour Lille. J'ai dû prendre son second véhicule pour emmener notre fille à son cours de danse. En cherchant un constat dans la boîte à gants, je suis tombée sur cette facture. Garage de Lapardieu, Lyon. La date correspondait au mercredi précédent, jour où il m'avait envoyé un SMS pour me dire qu'il pleuvait sur la grande place de Lille. Mon cœur a raté un battement. Un froid polaire s'est emparé de mes membres. Pourquoi mentir pour une révision de voiture? Le lendemain, sans rien dire à personne, j'ai pris la route. 6 heures de conduite, dans un état second, entre Nantes et Lyon. 6 heures à me dire que j'étais folle, que j'allais trouver une explication logique. Je n'avais qu'une adresse, celle de la banque sur le relevé que j'avais mémorisé. Je suis arrivée devant un immeuble élégant du 6e arrondissement. J'ai attendu, garé un peu plus loin, les mains crispées sur le volant. À 17h30, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Marc est apparu. Mais ce n'était pas le Marc que je connaissais. Il ne portait pas sa chemise rigide de consultant. Il était en sweat à capuche, un sac de course à la main,
l'air plus léger que je ne l'avais vu depuis des années. Une femme est sortie derrière lui. Elle était plus jeune, la trentaine, radieuse. Elle lui a pris le bras avec une familiarité qui m'a glacée. Et puis, une petite fille d'environ 6 ans s'est jetée dans ses bras en criant « Papa ». Le choc a été physique. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les poumons. Marc a soulevé la petite fille, l'a fait tourner en l'air et l'a embrassée sur le front. C'était une scène de bonheur domestique parfaite. Une famille, sa deuxième famille. À 500 kilomètres de nous, il s'était construit un double, une vie miroir, où il n'était plus le mari fatigué de Nantes, mais le père aimant de Lyon. Cette petite fille avait les yeux de Maléa. C'était la trahison ultime. Il avait recréé notre histoire ailleurs, avec une autre. Je suis restée prostrée dans ma voiture, incapable de bouger, de crier, de sortir. J'ai regardé ce film d'horreur se dérouler sous mes yeux pendant 1 heure. Ils sont allés acheter des glaces, ils ont ri sur un banc. J'ai vu l'homme que j'aimais depuis 20 ans donner à une inconnue tout ce qu'il me refusait depuis des années. De l'attention, de la tendresse, de la présence. Le retour vers Nantes a été un tunnel de larmes et de silence. Le jeudi soir, quand il est rentré, j'ai attendu qu'il pose ses clés. Le rituel habituel, ça a été « Oui, l'île était épuisant. Je ne l'ai pas laissé finir. » J'ai jeté la facture et la photo de lui avec sa fille sur la table de la cuisine. Le masque est tombé instantanément. Pas de cris, pas de larmes de sa part. Juste un affaissement. Il s'est assis et a commencé à déballer l'innommable. Cela durait depuis 7 ans. Il avait rencontré cette femme, Sophie, lors d'un séminaire. Il s'était laissé prendre au jeu, puis le mensonge était devenu une drogue. Il avait acheté cet appartement avec notre épargne commune, celle que nous mettions de côté pour les études de Thomas et Léa. Il avait contracté des emprunts que je ne soupçonnais pas. Il avait pillé notre avenir pour financer son illusion. L'explosion familiale a été totale. Thomas, mon fils, a découvert la vérité par hasard en m'entendant pleurer au téléphone. La violence de sa réaction a été à la mesure de son admiration pour son père. Il a hurlé des mots que je n'oublierai jamais avant de quitter la maison. Il refuse de voir son père depuis ce jour. Léa, elle, s'est brisée de l'intérieur. Elle a l'impression que son enfance entière est une fraude, que chaque moment de bonheur avec son père était une mise en scène entre 2 trajets pour Lyon. Aujourd'hui, le divorce est prononcé, mais la cicatrice est béante. La maison a été vendue aux enchères pour éponger les dettes qu'il avait contractées dans mon dos. Je vis dans un petit appartement, cherchant chaque jour la force de ne pas sombrer dans l'amertume. Marc, lui, a essayé de refaire sa vie là-bas, mais la vérité a aussi fini par détruire son château de cartes lyonnais quand Sophie a appris qu'il était marié. Il a tout perdu, mais cela ne me console pas. Ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est que le manque de communication est le terreau fertile de la manipulation. Quand on cesse de se parler, on laisse la place à l'imaginaire, et parfois, l'imaginaire de l'autre est un monstre. Ne vous contentez jamais des silences de l'être aimé sous prétexte qu'ils sont paisibles. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à une vie passée dans l'ombre d'un étranger. Aujourd'hui, je réapprends à faire confiance, mais c'est un chemin de croix. Ma famille est une terre brûlée, où plus rien ne repoussera comme avant. Regardez ceux que vous aimez dans les yeux ce soir, et demandez-vous si vous les connaissez vraiment. Car parfois, la personne qui dort à vos côtés est déjà à 500 kilomètres de là.